Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée au décryptage de l'actualité, à l'analyse de la chaleur de la campagne électorale en cours en ce moment, en lien avec la présidentielle du 12 avril prochain, en lien également avec les axes prioritaires du projet de société du duo candidat de la mouvance présidentielle, Wadayi Talata. Comme vous le savez, les opérations de charme des prétendants au fauteuil présidentiel se poursuivent en ce moment sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi la saison des grandes annonces et des grandes promesses à l'effet de convaincre l'électorat. Mais dans cet exercice, il y a de la structuration en vue d'amener indécis et sceptiques à voir les choses autrement que par le passé et à rejoindre les rangs, pourquoi pas. Le candidat de la mouvance s'est voulu quelque peu diplomatique en la matière et a fait l'option d'une campagne de proximité avec une interaction entre lui et les populations qui progressivement adhèrent à sa vision et à son rêve pour le Bénin sur les 7 prochaines années. Il faut dire que cette ambition pour le pays est déclinée dans son projet de société qui combine les aspirations des Béninois dans divers secteurs et domaines en vue d'un Bénin qui répond aux enjeux et aux réalités des temps modernes. On se propose donc dans cette émission un regard non pas politique et politicien, mais plutôt technique et scientifique. C'est Dr Gomina Fousseni que nous soumettons à cet exercice. Dr Fousseni Gomina, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour Idriss. Merci de vous être montré disponible. Je rappelle que vous êtes docteur ingénieur en gestion des transports et logistique, puis directeur du commerce extérieur. C'est au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous êtes par ailleurs élu communal à Basila. Ça, c'est dans le département de la Donga. Merci de vous montrer disponible pour feuilleter avec nous le projet de société du candidat Romiad Wadayi. C'est un exercice que je fais avec mon collègue Idriss Boukari. Idriss Boukari, bonjour. Bonjour Wahab Alpara, docteur Fousseni Gomina, bonjour. Merci d'être avec nous donc, sur ce plateau. Avant de rentrer dans les détails techniques, on va dire que la campagne électorale a démarré depuis une semaine. Aujourd'hui, quelle est la température sur le terrain? Merci, je voudrais d'abord vous remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est un honneur d'être ici. La campagne, je ne l'ai pas encore vécue de façon directe puisque j'étais en mission à l'étranger dans le cadre de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Je suis rentré de Yaoundé. Mais je peux vous dire que de loin, quand on est béninois, on a son regard sur ce qui se passe au pays. Et aussi, d'autres pays nous regardent parce qu'à cette CM 14, le Bénin était beaucoup à l'honneur. On a trop parlé du Bénin à cause de nos prouesses au niveau de la zone industrielle du Glodjibé et des maillots qui ont été confectionnés pour la première fois dans le cadre du projet Football for School. Je reviendrai sur ces questions-là. Pour moi, c'est véritablement une nouvelle ère qui veut s'ouvrir en complément de ce qui a été déjà fait ces dernières années. J'ai vu l'ambiance et depuis là-bas, j'ai pu d'une manière ou d'une autre expliciter aux gens le bien fondé de cette campagne-là, surtout d'aller voter d'abord. D'accord. Alors, est-ce que vous notez une certaine particularité dans la démarche, pour ne pas dire dans la stratégie de faire la campagne de votre candidat par rapport au passé? Je peux vous dire que, comme on avait déjà signalé au départ, lors de la présentation du projet de société, on avait déjà senti un candidat avec une autre approche. Une combinaison particulière, une combinaison d'une proximité avec les populations et une technicité qui paraît rigide mais très flexible. Et quand je parle de cela, je regarde un peu le profil du candidat, regarder un peu ce qui se passe dans les petites émissions faites avec des acteurs locaux. Un coiffeur qu'on rencontre à Natitengo, un artisan qu'on rencontre quelque part et qui est en train de faire les beurres de karité, un autre qu'on a rencontré dans son chantier, un transporteur qu'on a vu. C'est beaucoup plus le réflexe même de ce que nous avons vu dans le projet de société et un Bénin, une nouvelle ère qui s'ouvre avec un rapprochement de plus en plus vers l'humain et vers la base. Et en quoi ce projet de société de transformation structurelle se distingue-t-il concrètement des modèles économiques précédents au Bénin? Contrairement à ce que nous avons connu au passé, je rappelle quand même que j'ai une modeste expérience depuis plus de 20 ans en tant que passionné de la politique, mais avec une option purement technique. La politique n'est pas un métier, c'est un complément. Et quand on a sa profession,
j'ai pris le temps de lire les projets de société des différents candidats à plusieurs reprises. Ici, nous avons à la limite carrément une structuration sous forme d'un projet qu'on veut soumettre aux gens. Ce n'est pas juste l'étalement ou la combinaison de plusieurs variables. Non, c'est une cohérence. C'est un document avec des priorités fixées et les cadres spécifiques bien fixés, des orientations et en même temps aussi des mécanismes qui permettent facilement de pouvoir s'imaginer un peu le projet et le programme d'action du gouvernement qui sera assorti. Puisque là, il ne s'agit pas d'un projet de société qui, après, pourrait faire encore débat. Et donc, il s'agit de quelqu'un qui est dans une continuité avec les leçons tirées des expériences passées et la construction d'un modèle pour tenir compte des documents programmatiques de notre pays. Notamment, nous avons aujourd'hui Bénin 2060. L'horizon Bénin 2060, ce n'est pas un document sorti de nulle part, c'est la boussole autour de laquelle nous allons normalement construire notre développement. Et ce projet de société, c'est comme si on avait dit la première phase de notre programme, de notre vision Bénin 2060. De 2026 à 2033, qu'est-ce qu'on fera? C'est ce qui est dedans. D'accord. Allez, on va rentrer dans les détails techniques tout à l'heure pour avoir l'appréciation de l'expert que vous êtes. Mais est-ce que de façon globale, quand on parcourt le document dans son entièreté, c'est-à-dire le projet de société, est-ce que vous pensez vraiment que ça répond aux besoins du Bénin de façon ramassée? Nous avons eu la chance d'être proches de ce qui se fait dans notre pays. Et chacun à son niveau doit certainement tirer des leçons. Nous avons beaucoup de choses que nous avons appris. Le projet de société, si on le caricature de façon scientifique, vous verrez qu'il est constitué de 4 grands pôles. Le premier pôle, c'est ce que j'appelle notre chemin parcouru ensemble les 10 dernières années. Les succès que nous avons eus, les échecs que nous avons eus, les difficultés que nous avons eues. La deuxième partie, c'est la définition de ce qui est en train d'être fait, des projets qui sont en cours. Ça, c'est la deuxième phase. Ça. La troisième phase, c'est ce que nous voulons apporter comme les nouveaux projets. Et la quatrième phase, c'est comment est-ce que ça va se faire, le mode de gouvernance, le cadre institutionnel, et ainsi de suite. Quand vous prenez ces 4 chapeaux, bien évidemment, à chaque étape, nous avons remarqué dans le projet de société l'humilité de présenter le travail sans pour autant s'enorgueillir. Et avec des résultats probants, vous allez voir, on dit par exemple dans l'agriculture, plus de 1000 milliards investis dans l'agriculture. Et les routes, plus de 3000 km de routes construites. Dans l'industrie, plus de 20 000 emplois directs créés, sans oublier les emplois indirects. Et tout ce qui est tourisme, plus de 1250 milliards. Je ne le dis pas pour dire qu'on est déjà satisfait. Et dans la phase de construction de notre pays, le président de la République, Patrice Talon, a eu le mérite de nous aider à concevoir la fondation du développement. Et pendant la fondation, il est évident que vous arrivez à certains endroits où le sol est dur, le sol est chaotique. Et donc, ça n'a forcément pas permis que tout le monde puisse le percevoir. Et la deuxième phase de ce qu'il a pu faire, que je juge, c'est quand vous voulez montrer aux gens que vous êtes en train de faire, il a nettoyé l'entrée de notre pays. C'est-à-dire que quand vous descendez à l'aéroport de Cotonou, vous venez, tous ceux qui viennent au Bénin voient le changement. Pendant cette phase-là, bien évidemment, on a sorti des briques comme un ouvrier, un bâtisseur. Il a fait la fondation, on a fait des briques. Ces briques ne sont pas forcément encore bien alignées. La phase que le président et le candidat Wadani va prendre constituerait à davantage remplir des cases vides du puzzle, avec une volonté de pouvoir créer de la cohérence et surtout un rapprochement vers les territoires. C'est comme ça que je perçois ça, avec les différents axes. Allez, on va décliner quelques aspects puisque vous êtes expert en la matière. On va aborder, n'est-ce pas, dans ce qu'on a pu au moins entendre du candidat lui-même et lire également dans ce projet de société, les pôles de développement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Parce que ça paraît un peu nouveau dans la mise en œuvre, surtout dans l'architecture que présente ou que propose le candidat. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement par ces pôles de développement? Les pôles de développement, si vous devez comprendre, c'est un peu simple. Vous savez, nous avons pendant longtemps paternalisé des projets. Lorsqu'une réalisation est faite à Djougou, quelqu'un qui est à Bassila, qui est à peine à 80 km, ou à Waké, Kopargo, ne se sent pas concerné. Quand on a fait la GDIZ,
Et quelqu'un qui est à l'ADA va dire non, c'est pour Zé, ce n'est pas pour moi. Oui. Et chaque fois que nous avons eu des projets, on a eu l'impression que le chef de l'État avait fait des choix des localités, ce qui a fait que certains ne se sentaient pas concernés. La dynamique nouvelle, c'est d'abord dans un premier temps ce que je vais appeler la pédagogie des réformes pour expliquer la logique qui va sous-tendre les résultats. Et cette logique-là, moi j'ai fait mes études en Chine. En Chine, quand vous êtes d'une localité, le gouvernement chinois a fait de telle sorte que vous n'avez plus envie d'aller dans une autre localité. Vous allez voir l'exode rural, vous allez voir les déplacements massifs, vous allez voir aujourd'hui Cotonou avec son agglomération. Regardez, pourquoi on en est arrivé là? Parce que les gens ont quitté d'autres zones pour venir ici. Pourquoi ils quittent? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes chances. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas les mêmes chances? Parce que dans la répartition même des fondamentaux du développement, toutes les localités n'ont pas cette chance-là. Oui. On se déplace parce qu'on estime qu'il y a le meilleur ailleurs. Le meilleur ailleurs. Et ça, parfois, ce n'est pas faux. Celui qui vit quelque part où il y a la déforestation a détruit tout, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'usine, veut venir quelque part. Maintenant, et là où c'est intéressant, la dynamique dans laquelle le candidat Wada nous voudrait nous conduire, c'est qu'il nous dit, je veux faire de telle sorte que le dernier des Béninois, peu importe là où il se trouve, sente qu'il appartient à un pays et qu'il a aussi les mêmes chances que les autres. Et pour ça, il faudrait rapprocher la gouvernance vers ces populations-là. Et c'est pour ça la question de restructuration sous le modèle des modes et des pôles et que des bassins que certains peuvent appeler est importante. Et vous allez voir dans le projet de société, il dit clairement qu'il y aura une gouvernance de ces pôles de développement économique régionaux. Atakora-Donga, Boago, Alibori, Zoukoline, Ouémé Plateau, Monokufo, Atlantique Littoral. Mais beaucoup y voient simplement les anciens départements. Et là, je vais apporter aussi un petit bémol. Oui. Non, il ne s'agit pas du retour aux anciens départements parce qu'il veut intégrer ce qu'on appelle l'intercommunalité active. L'intercommunalité active, et il a dit au détour de la campagne à Basila, j'ai suivi, il disait, je vais faire de Basila un grand pôle à partir du parc national des Monts-Koufé et de Warimaro. Mais quand on parle de Monts-Koufé et Warimaro, c'est Tchaourou, c'est Bante, c'est Basila. Tchaourou, c'est dans le Borgou. Et Basila, c'est dans la Donga. Et Bante, c'est dans les collines. Oui. Vous voyez, ce n'est pas simplement la logique de ancien département, non. Il y a eu un besoin de comprendre un peu la lecture. Tout le monde va se retrouver dedans, c'est ça? Dans la logique, oui, tout le monde devrait se retrouver dedans et c'est très important que chaque localité ait au moins le sens d'analyse du document. Ce que là où nous allons gagner, c'est si chaque localité accepte de faire le diagnostic du document et relève ce qui est ses atouts. Parce qu'il a dit qu'on construirait ces pôles-là sous 4 piliers. Pilier agriculture, pilier tourisme, pilier innovation, pilier industrie. Oui. Et le pilier agriculture, on n'a pas forcément dit que tout le monde doit faire de l'agriculture. Cotonou ne fait pas de l'agriculture. Mais par contre, il dit en fonction des atouts spécifiques de chaque zone. Et là, maintenant, il dit qu'il y a un socle commun. Le socle commun, c'est les infrastructures de base qu'il faut mettre en place, c'est la valorisation du capital humain qu'il faut mettre en place, c'est l'énergie qu'il faut mettre en place, c'est la sécurité qu'il faut mettre en place. Et là, ce sont des éléments qui, parfois, n'ont pas été bien entendus dans certaines localités. Franchement, en quoi cette organisation en pôle donc, va-t-elle, on va dire, améliorer la circulation des services et des biens sur le territoire? L'avantage de ce mécanisme, c'est qu'il va nous obliger aujourd'hui à désenclaver des zones de production. Vous allez dans certaines zones où on est sur procès de transport logistique, le tout ne suffit pas de produire. Si tout ce que vous produisez pourrit dans les champs, l'orange qu'on fait à Boye-Connaisson dans ses environs, la mangue qui pourrit à Natitengo, les champs de manioc qui sont à Manigri quelque part, qu'on n'arrive pas à sortir. Aujourd'hui, avec cette logique de pôle de développement économique, la responsabilité deviendrait à ces pôles de pouvoir dire voilà notre grenier, voilà les zones où on produit, voilà comment est-ce qu'il faut faire des pistes d'aménagement pour que les produits puissent quitter
Les zones où on fait le coton, comment est-ce qu'on sort le coton du champ pour l'amener, par exemple, dans les plateformes de stockage? Donc, aujourd'hui, c'est l'avantage de ça. Ça va fluidifier, en fait, aussi nos différentes localités. J'en finirai en disant ceci. Regardez la cartographie du Bénin. Depuis 1960, la plupart des routes inter-États que nous avons ont été des routes inter-États qui ont traversé nos villes en deux. N'est-ce pas? Que ce soit Boycon, que ce soit Dassa, que ce soit Basila, que ce soit Djougou, Parakou, Tchaourou. Imaginez simplement que nous n'ayons pas une politique de zone pour que nous ayons des voies de contournement, ce qu'on appelle des arcades de contournement de nos villes. On ne peut pas réduire le temps de parcours. Aujourd'hui, avec cette approche, nous aurons un meilleur plan sur, par exemple, des questions d'asphaltage des localités. On ne va plus réduire. Et quel impact direct les populations locales peuvent-elles tirer de ces pôles en termes d'emploi et de revenus? Bien évidemment, avec cette approche, j'ai dit que tous les pôles vont s'appuyer sur un socle, le socle du capital humain. Le socle du capital humain, regardez bien dans le projet de société, vous avez vu la kyrielle de lycées techniques qui seront construits, la répartition géographique. Faites un exercice, vous allez faire la cartographie du projet de société. Vous allez voir que ça a été fait de telle sorte que plusieurs localités se retrouveraient. Pourquoi un jeune qui se retrouve, par exemple, à Tchaourou et resterait à Tchaourou? Parce que le modèle nous propose de s'appuyer sur les capacités de la jeunesse. Par exemple, beaucoup ne peuvent pas... L'université de Parakou forme dans certains métiers. Avec l'orientation actuelle, ça serait au besoin du marché que les formations seront faites. Et c'est pour là, lorsque vous avez à côté de vous des structures, des usines, des infrastructures qui attirent. Si vous prenez Parakou comme un aéroport, vous prenez Parakou comme un port sec, vous prenez Parakou qui abritera un hôpital, et Tchaourou, Tchatchou, Béterou et consorts peuvent être les lieux d'hébergement pour ceux qui viendront. Alors, de façon terre à terre, parce que oui, quand vous expliquez comme ça, pour un expert, pour un scientifique, pour un universitaire, pour quelqu'un au moins qui a été un peu à l'école, il comprend davantage, mais pour un paysan, pour un transporteur, pour nos parents, n'est-ce pas, qui entendent parler de pôles de développement dans leur localité, avec les 6 grands départements dont on a parlé et autres, ils se demandent quel est l'intérêt qu'ils vont tirer. Donc, si vous devez vous adresser, je dirais, à ces populations, à ces transporteurs, à ces agriculteurs et autres, comment le langage serait dilué de manière à ce qu'eux, ils perçoivent l'impact de ces différentes mutations? Ça serait plus simple, ça serait très simple pour moi de l'expliquer parce que je dirais, vous avez les maires qui incarnaient l'autorité de l'État. Dans la conception qui est la nôtre aujourd'hui, chaque maire se contente de faire le travail dans sa localité. Ils ne se parlaient pas trop. Les intercommunalités ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, avec l'approche des pôles, quelqu'un qui est dans une zone peut profiter des avantages des villes et des localités environnantes. Il peut facilement commercer. Et le développement d'un pôle peut véritablement être une opportunité d'une localité peut être une opportunité pour les autres. Je donne encore un cas. J'aime aller un peu plus dans le concret. Oui. Et c'est ce qui intéresse, je dirais, non seulement nos téléspectateurs, mais ceux-là qui sont sur le terrain, qui se disent, mais quand même, est-ce que ce n'est pas pour ceux qui ont seulement été à l'école ou ceux qui attachent cravate ajoutée à veste? Vous avez raison, mais revenons un peu. On dit de façon pratique, dans ce qui est en cours, Djougou va abriter une zone économique spéciale et industrielle. Et quelqu'un qui est à Kopargo, 25 km, comment est-ce qu'il gagne? Kopargo devient comme un dortoir pour ceux qui vont travailler dans l'usine industrielle, dans la zone industrielle de Djougou. C'est comme Calavi et Cotonou. C'est ça. Et quelqu'un qui est à Kopargo, pour que ça puisse être véritablement un avantage pour lui, c'est que les facilités qu'on va apporter à Djougou lui pourraient tirer profit. Ouaké qui est pratiquement à 35-40 km, Ouaké aussi devient un grand pôle parce que c'est la zone frontalière avec le Togo. C'est là qu'on a le marché de Kassoua. Le marché de Kassoua, quand il se développe, c'est ma maman qui vend à Kassoua, à Tchalenga et à Semere. C'est elle qui va profiter du développement de ce marché-là. Alors que l'activité principale est installée à Djougou. Mais quelqu'un qui est à Ouaké, quelqu'un qui est à Kopargo, profite. A des retombées. Depuis Djougou. Oui, depuis Djougou. Et celui qui est à Basila, c'est la 3e commune la plus vaste du Bénin et avec une superficie agricole énorme. C'est sa production qu'on va transformer à l'usine de Djougou.
Djougou pourrait devenir comme le bassin. Vous voyez, juste par une seule initiative, avec les questions de pôle, on est en train de monter en phase. Il y a le tourisme dans la Donga, il y a le tourisme dans la Takora. Le brassage qu'on ferait permettrait que nous ayons davantage de profit. Et ça va réduire un peu les impôts locaux. Pourquoi les impôts locaux? La plupart de nos mairies vivent de quoi? Des taxes sur nos mamans au marché. Pourquoi on prend des taxes sur nos mamans au marché? La plupart de nos mairies, les ressources de nos maires, c'est la vente des parcelles, les taxes sur nos mamans, et ça fait que par finir, c'est le président de la République qu'on attaque. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'industrie. Un industriel, lui seul, peut payer pour les impôts, les taxes foncières et tout ça là, l'équivalent de ce que 1000 personnes peuvent payer. Donc, avec cette approche, on va ramener des industries dans les localités pour appuyer un peu la diminution, l'éradication de la pauvreté extrême. Vous êtes spécialiste donc de la logistique, ce qui nous amène à vous poser la question de savoir quel rôle joue concrètement la logistique dans la réussite de l'industrialisation d'un pays. Le développement d'un pays ne peut pas se faire sans la logistique. Et nous définissons à l'échelle internationale le Bénin, c'est un pays de transit. Quand on dit c'est un pays de transit, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un pays par lequel passent des marchandises pour atteindre d'autres marchés. Moi, directeur du commerce extérieur, j'ai dit aux gens, j'ai autour de moi plus de 300 millions d'habitants. Je suis petit, mais je suis tellement bien posé, je suis hospitalier, j'ai des infrastructures pour accueillir tout le monde. Et ces infrastructures, c'est l'ensemble des routes, des plateformes logistiques et des ponts, de tout ce que nous avons construit, des aéroports que nous mettons en place pour fluidifier la circulation des biens et des personnes. Quelqu'un qui quitte, aujourd'hui, certes, on a un ralentissement des échanges avec les pays limitrophes comme le Burkina, le Niger, mais je peux vous dire que notre position fait de nous une plateforme logistique. Mais si nous ne construisons pas des infrastructures qu'il faut et que nous n'allions pas vers l'excellence de l'offre, je donne un exemple. Si vous avez des camions qui tombent en panne tout le temps, si vos corridors n'ont pas des aires de repos et de stationnement, si vous avez sur vos corridors l'absence d'autoroute pour s'assurer que sur 400 km, on peut rouler à 120 à l'heure, si vous n'avez pas défini des capteurs pour assurer quelqu'un qui a une marchandise, pour dire ma marchandise se trouve à tel niveau, c'est-à-dire le tracking et le tracing, vous n'avez pas une offre logistique efficace. Si vous n'intégrez pas les chemins de fer, qui sont l'un des enjeux majeurs de notre développement, la concurrence va vous prendre. Imaginez quelqu'un qui est au Nigeria. Nous faisons régulièrement des conférences avec le Nigeria. Le Nigeria ici, c'est à peine en avion, ça fait 30 minutes. Je viens du Cameroun. Pour aller au Cameroun, vous savez ce qu'on fait? On quitte le Bénin, on va à Lomé, on quitte Lomé, on va en Guinée équatoriale avant d'aller au Cameroun, alors que c'est une seule frontière. Donc la logistique ici, c'est le fondement du développement de notre industrie. Alors ça devient très intéressant pour vous qui connaissez, je dirais, le domaine. Vous avez d'abord commencé votre développement à travers les chiffres. On se pose alors la question de savoir, en termes de logistique, de quoi a-t-on besoin, n'est-ce pas, pour que la question de pôle de développement soit concret, au-delà de ce qui est déjà fait avec le régime actuel, parce que dans les chiffres et les annonces, vous avez évoqué le nombre de kilomètres de route réalisés et d'autres infrastructures. Pour que cette question de pôle de développement soit concrète, comment on fait et quels sont en termes de logistique, de quoi on a besoin concrètement? De quoi avons-nous besoin concrètement et de façon pratique? À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, l'efficacité de nos pôles de développement économique régionaux va se reposer par leur interconnexion. C'est ça. Vous allez voir, je définis souvent de façon caricaturale le Bénin comme une main. Notre poignet, c'est la partie méridionale du Bénin, et c'est-à-dire de Cotonou jusqu'à la lisière de Boycon. Et notre paume de la main, c'est la zone des collines, c'est-à-dire Dassa. Et les deux doigts qui constituent en fait maintenant des axes pour aller à Malanville et pour aller à Porga. Si vous voyez ça, c'est comme une flûte. Mais ici, l'enjeu même du septennat qui doit venir, c'est la transversalité. Les routes ouest-est. C'est-à-dire que quelqu'un veut quitter Koblé pour aller à Sebana. Vous voyez cette transversale? Quelqu'un veut quitter, par exemple, Lokossa pour aller à Sakété. Qui ne soit plus obligé, quand on est à Lokossa, de descendre à Komé, de venir passer ici avant de repartir à Alada. Alors qu'on fait Alada, on fait
Lokossa, Alada, Sakete. C'est un transversal. Pour éviter des contournements. Des contournements inutiles, c'est-à-dire raccourcissons les distances. Parce qu'il y a 2 objectifs pour une route. Raccourcir la distance et en même temps accélérer le rapprochement entre les localités. Quand je dis raccourcir les distances, c'est que les gens passent, c'est qu'on n'est pas à parcourir plusieurs kilomètres. Quand nous avons actuellement la crise mondiale, où il y a des bombardements et qu'on a fermé certains artères, ceux qui font un peu de la géographie, regardez, quand on ferme la mer Rouge pour aller maintenant en Europe, on est obligé de passer par l'Afrique du Sud pour contourner. Ce n'est pas moins de 20 000 km supplémentaires. Donc ici, enjeu premier, c'est la construction des routes intertransversales qui permettent d'interconnecter le Borgou et puis la Donga et la Libori et la Takora. Au niveau des collines aussi, même chose, et au sud aussi, c'est la même chose. C'est dans la continuité de ce qui a été fait de façon formidable. On a eu plus de 3000 km de routes. Mais aujourd'hui, il faudrait compléter des segments manquants pour que nous ayons un maillage territorial efficace pour le développement de ces pôles-là. Alors, le Bénin dispose déjà, on va dire, d'infrastructures comme le port autonome de Cotonou. Concrètement, que faut-il améliorer pour en faire un véritable hub donc sous-régional? Et là aussi, c'est une question purement technique. Les profanes diront notre port, écoutez, c'est notre poumon de l'économie, mais nous sommes dans... Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. L'idée, c'est que le port ne soit pas simplement le poumon de notre économie, c'est qu'il soit l'un des poumons. D'accord. Qu'on puisse en avoir plusieurs. Et on pourrait perdre la capacité de notre port si les ports dans la sous-région se développent davantage et que nous ne nous développons pas. Vous êtes à côté du Nigeria qui est en train de développer ce qu'on appelle les plateformes industrielles portières, que ce soit à Lekki, à Badagry et à Port Harcourt. Et ce sont des grands ports que le Bénin ne peut même pas concurrencer, soyons modestes, reconnaissons. C'est véritablement des débits, des tirants d'eau, ainsi de suite. Mais derrière, c'est quoi la puissance d'un port? Nous sommes dans la 4e génération des ports. Les ports ont cessé d'être des lieux de passage de marchandises. Les revenus d'un port, on les classifie en 3. Vous voyez, les services aux marchandises, les services aux navires et en même temps le coût du mètre carré. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Talon, les 10 ans, nous avons compris qu'il fallait créer des zones logistiques, des zones franches logistiques dans l'enceinte portuaire. C'est quoi une zone franche logistique? C'est que vous êtes en train de dire que vous voulez vous industrialiser et vous continuez d'exporter les produits électroménagers, les télévisions et les motos. Et on importe tout ce qui est électronique. Ce qui fait développer les autres. Ce qui fait développer les autres. Et dans la logique, c'est que la zone franche logistique du port de Cotonou devienne une zone d'assemblage de ces produits-là. Personne ne va plus importer une moto complète. On amène les pièces. Ça va créer de la main-d'œuvre pour notre jeunesse qui va apprendre les métiers, à monter une moto, ainsi de suite, à créer nos propres marques de télévision, de réfrigérateurs, ainsi de suite. On va aussi devenir une plateforme pour les produits pharmaceutiques. Il y a beaucoup de choses que nous importons auparavant et la logique du gouvernement à partir de Talon nous a montré le chemin à suivre pour donner au port non pas la notion de passage des marchandises, mais l'épicentre de notre industrie. Tout ce qui se fait à Gouloudjibé peut venir au port. Mais il y a des choses où on doit avoir ce que j'appelle une valeur ajoutée, apportée à ces différents produits. On parle toujours logistique. On est curieux cette fois-ci de savoir quelle est l'implication des populations elles-mêmes. Parce que tout ce qui est dans le projet de société, on pense que c'est le candidat, une fois devenu président de la République, qui doit tout réaliser, qui doit tout faire. Alors que comme vous développez, on parle de logistique, l'implication des citoyens béninois, des populations elles-mêmes, des transporteurs et autres. Bref, ceux-là qui disposent des moyens de transport, parce que vous venez de la Donga, une zone qui est bien connue pour être une zone des transporteurs. Ces transporteurs veulent savoir quelle est leur part, quelle est leur contribution en matière de logistique. Ou bien c'est l'État qui fera tout? Vous touchez un point sensible. Ça fait 10 ans déjà que je fais des consultations au Bénin pour l'association des transitaires béninois. Et en tant que professeur dans le domaine, je montre quelque chose. Je peux peut-être dire des choses qui vont choquer tout de suite, mais qui sont juste une mise en garde pour que nous prenions conscience des enjeux. Le développement que nous voulons opérer pour mettre notre pays
au cœur des dispositifs logistiques sous-régionaux, va nécessiter une transformation de nos métiers. Vous allez voir, par exemple, le métier du transporteur sera professionnalisé. C'est en train d'être fait déjà. Et nos parents, tels qu'ils l'avaient conçu, ça peut être un choc. C'est pourquoi il dit, nous avons dans un premier temps la conduite du changement. Comment est-ce qu'on fait une mutation d'une activité qu'on a constamment fait vers une nouvelle approche qui intègre d'autres paramètres. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la qualité de la formation que nous proposons. Aujourd'hui, les spécialistes des transports et de la logistique ne voudront pas être des transporteurs. Ils doivent être des acteurs qui soient en mesure, comme un transitaire, de prendre le rendez-vous, des échanges internationaux, de pouvoir aider les parents à choisir telle ou telle marchandise, tel ou tel transitaire. Nous avons besoin du rajeunissement de la flotte. Parce qu'il y a beaucoup de projets pour lesquels... La flotte actuelle, elle est trop vétuste. Oui, mais nous sommes en train de nous rajeunir. Je me réjouis quand même. Regardez un peu aujourd'hui dans la circulation, vous allez voir de plus en plus des voitures venues de Chine, neuves. Auparavant, c'est les voitures d'occasion que nous avons. Ces voitures venues de Chine, d'aucuns qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas acheter des voitures neuves commencent par acheter des voitures neuves. C'est ça qu'on appelle le rajeunissement de la flotte. L'avantage de ce rajeunissement de la flotte, c'est que nos routes vont tenir longtemps et nous aurons moins de problèmes de pollution. Et en même temps aussi, nous serons éligibles pour avoir des fonds verts. C'est des fonds d'investissement. Ici, ce que nos populations doivent savoir, c'est que les métiers vont changer de contenu fonctionnel. Parce que vous serez en concurrence avec, par exemple, les chemins de fer. Mais les chemins de fer, dans l'immédiat, n'iraient pas à Djougou. Les transporteurs de Djougou, les transporteurs de localité peuvent s'accrocher sur les segments des marchés de niche qui seront délaissés. Donc, il y a besoin qu'on se parle, qu'on commence par travailler ensemble, que les compétences complémentaires se mettent à disposition. Vous avez, on ne peut pas avoir une bonne plateforme logistique si nous n'avons pas de bons mécaniciens. Si nous n'avons pas de bons ouvriers. Très rapidement, pour que ça soit un peu plus clair à nos parents transporteurs et autres, on se dit oui, changement du contenu fonctionnel, je dirais, du transport, rendre ça beaucoup plus professionnel. Est-ce à dire que les transporteurs dont on a besoin pour les 7 prochaines années, ce ne sont plus ceux qui doivent rester devant un grand et long, un grand volant, n'est-ce pas, changer la vitesse et faire évoluer le camion. Il faut savoir, il faut aller à l'école. Qu'est-ce qu'on entend par professionnaliser le domaine? La professionnalisation du domaine, c'est qu'un transporteur puisse avoir une comptabilité. Un professionnel puisse avoir droit à une retraite. C'est qu'un transporteur puisse avoir un droit sur le temps de parcours. Lorsque tu conduis 8 heures de temps et la réglementation internationale dit après 2h30, tu dois t'arrêter pour te reposer. Ce n'est pas que des devoirs que la transformation nous donne. La transformation nous donne des droits. Et ces droits, l'État dit qu'il y aura maintenant des aires de repos de stationnement. La plupart des accidents qu'on a eus sur nos corridors, sur nos routes, ne sont pas forcément dus à la mauvaise qualité des chauffeurs. C'est la fatigue. C'est l'état de la route. C'est le non-respect des codes. C'est le non-respect des droits des transporteurs eux-mêmes. Quand vous prenez un bus et le chauffeur est obligé de manger un cure-dent toute la nuit parce qu'il ne sait pas, il n'y a nulle part où s'arrêter. C'est ça. Nous n'allons pas tout changer du jour au lendemain. L'avantage que nous avons avec le candidat Wadani, quand je l'ai suivi, j'ai été content. Il dit, je sais modeler ce qui existe. Je ne casse pas. Je transforme ce qui existe. Je l'améliore pour qu'il soit exploitable. Et il a dit lors de cette passation. C'est au nom de cela que je dis, nous avons le devoir de le prendre au mot en allant voter pour voir dans quelle approche il serait pour transformer nos différents métiers pour le bien de nous tous. D'accord. Quel lien on peut établir entre logistique performante et puis attractivité touristique? Bien évidemment, lorsque vous êtes capable de dire à quelqu'un sur 400 km, les touristes qui viennent à Cotonou, pourquoi ils ne vont pas tout de suite à Parakou, à Kandi, ainsi de suite? C'est parce que la distance est longue. Tu ne peux pas faire un programme en quittant Paris, venir à Cotonou et dire que dès que tu arrives, tu vas à Parakou, tu vas visiter et revenir. Regardez juste la flotte Amazon qu'on a mis. Et aujourd'hui, avec 50 000, tu es à moins d'une heure de temps à Parakou. Tu as pratiquement fait Parakou, Cotonou. C'est comme si tu peux aller revenir. Ça veut dire que quelqu'un peut travailler. Ce sont les signes annonciateurs. Ce sont les signes annonciateurs. C'est en fait la bonne voie. Et je dis, le Bénin ne peut pas s'exclure de ce qui se fait dans la sous-région. Mes chers amis,
aller au Nigeria, un opérateur économique vit à Abuja, il a sa résidence et il a son lieu de travail à Kano. Allez n'importe où, vous allez voir. Si aujourd'hui nous développons bien notre logistique, quelqu'un peut quitter le Nigeria et venir se soigner à Parakou avec son jet privé. Si nous développons bien notre logistique, quelqu'un peut venir. Et ce qu'on dit, le parc national des Monts Koufé, dans la zone de Bassila, ne peut pas être visité s'il n'y a pas d'autoroute pour que quelqu'un puisse faire 3 heures de temps. C'est à peine 400 km. Les deux vont de pair, l'attractivité touristique et les pôles de développement, pour ne pas dire la logistique. Et bien évidemment, et je salue quand même tous les experts qui ont travaillé à la rédaction du projet de société. Il y a tellement de la cohérence et de la logique, si bien que nous puissions facilement expliciter ce que nous voulons faire. Ici, ce n'est plus la démonstration qui compte, c'est une évidence. Ce que moi je voudrais, c'est que chacun se dise, dans ce dispositif-là, comment je me positionne pour ne pas être laissé au carreau. Quel métier je fais pour être un complément, une solution dont on aura besoin. Chacun devrait batailler, c'est ça? Non, pas batailler. Chacun devrait trouver un mécanisme pour son existence. Je donne un exemple. Mes étudiants qui sont dans nos différentes universités, qui ont fait des filières que nous avons parfois dit qu'il n'y a pas de débouchés. Aujourd'hui, pour faire du tourisme, le gouvernement a lancé un projet d'apprentissage des langues internationales en arabe, en anglais et en chinois, ainsi de suite. Quelqu'un qui a fait la sociologie, qui parle anglais, qui parle arabe, aujourd'hui même qui parle arabe, puisque là nous négocions des accords avec les Émirats arabes unis, d'autres pays du Golfe, qui sont nos partenaires économiques, avec la Chine. Les étudiants qui parlent chinois, actuellement, tu ne chômes pas. La langue seule, tu ne chômes pas, au regard du nombre de métiers. Mais quand je vois un jeune qui dit j'avais fait la sociologie, je ne trouve pas, je suis à la maison, je dis mon frère, essaie d'accepter de reprendre. Moi qui vous parle, je parle chinois. Et pourtant, quand j'ai quitté le Bénin pour la Chine, je ne savais pas dire ni hao. Donc ce n'est pas compliqué. En fait, il ne faut pas que quelqu'un se sente exclu par lui-même de son fait. Mais il faut qu'on regarde ça. C'est pourquoi nous essayons de faire la pédagogie de ces réformes pour que chacun comprenne, pour qu'on ne dise pas de loin, on a fait, c'est pas pour nous. Les pôles, c'est pour tout le monde. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va écouter Dr Fousseni Gobina, n'est-ce pas, nous faire un peu un résumé de tout ce que nous venons de dire en chinois. On va évoluer sur le tourisme local, qui n'est pas trop dans nos habitudes. Alors que le combat aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de faire du Bénin une terre d'attraction, une terre qui attire la destination. Bénin doit être convoité. Le président Patrice Talon l'a souvent martelé. Il a posé les actions en la matière. Le candidat également a une vision dans ce sens. Comment on fait pour que dans la pratique, nos habitudes par rapport au tourisme local puissent changer? Le tourisme local pourrait changer déjà dans nos mentalités. Vous savez, quand vous étudiez, faites un sondage. Mes amis qui sont élèves à Porto Novo, certains ne sont jamais venus à Cotonou. Quelqu'un qui est étudiant dans une localité proche, les gens qui sont à Calavi ne sont jamais allés à Alada. Je ne parle même pas d'aller à Parakou, à Malanville. Et ça, le tourisme ne peut pas se développer si nous ne nous connaissons pas. D'abord, souvenez-vous, nous qui avons un peu la chance dans le passé d'avoir des colonies de vacances, d'être motivés, on a eu à faire des voyages qui nous ont permis de découvrir des endroits. Le tourisme survit parce que l'histoire est construite. Si l'histoire doit être construite, il faudrait que nous prenions le soin de raconter. Nous sommes en train de déformer déjà nos tissus familiaux, si bien qu'il n'y a pas d'échange. La valorisation d'un pays passe par l'existence des modèles qui permettent d'être des fondements. Vous allez en Chine, on va vous parler de Mao. Vous allez en France, on va vous parler de Charles de Gaulle. Vous allez au Bénin maintenant, et nous, on ne venait pas ce qui existe chez nous. Nos domaines, on pense que c'est pour l'étranger qui est bien. Donc, ce qui est bien avec nous, c'est que la richesse du Bénin passe par le tourisme. C'est véritablement une richesse énorme. Il y a un lien étroit entre le tourisme, les investissements et l'industrie. D'accord. Oui.
Idriss Boukari, on va toujours évoluer avec un docteur parce que je rappelle dans votre carnet d'adresse, vous êtes entre autres directeur du commerce extérieur, donc au ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous savez donc de quoi on parle. On va évoquer maintenant le commerce extérieur et l'intégration régionale. On sait que tout ce qui va se produire au niveau des pôles de développement, des industries et autres, n'est-ce pas, ça ne va pas seulement se faire consommer sur le territoire béninois. Comment on fait pour que vraiment le Made in Bénin puisse traverser les frontières? Le Made in Bénin traverse déjà les frontières. Je salue fortement ce qui a été fait jusque-là. Certes, ça n'a pas été fait de façon facile. Il y a eu des sacrifices. Et lorsque vous avez la chance d'être témoin de la réputation, de la fierté que d'autres présentent sur le Bénin, vous dites ce sacrifice n'a pas été vain. Et il faut juste comprendre. Quand je prends par exemple le Bénin aujourd'hui, au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le Bénin fait partie des grands pays émergents en termes de transformation structurelle. Vous savez, nous, on est parti d'un PIB de 1,8 en 2016 à 8% pratiquement en 2025. Et ce PIB, tout de suite, on peut dire, je ne ressens pas ça. Mais on ne peut pas ressentir parce qu'on n'a pas encore atteint le seuil qui puisse permettre de bien ressentir partout. Mais les signaux sont ouverts. Et aujourd'hui, cette industrialisation de Made in Bénin, dans un premier temps, c'est notre présence dans les organisations internationales. Nous sommes à l'OMC. Le Bénin fait partie des pays modèles en termes d'intégration africaine. Certes, on n'a pas encore ratifié l'accord sur la ZLECAf, mais le Bénin dit ouverture de notre pays, sans visa, on vient. Dans d'autres pays, même là où on va, les gens demandent encore des visas. Le Bénin a préparé son pays pour être véritablement une plateforme des échanges internationaux. Et à partir de cela, nous avons aussi une politique de transformation industrielle. Et regardez ce qui se fait. La logique d'interdiction et des exportations, ça a eu beaucoup de conséquences fâcheuses, un peu dures pour beaucoup, mais quand on regarde avec lucidité et quand on est du domaine, on se dit c'est le prix à payer si demain nous voulons être capables de nourrir notre jeunesse avec des efforts. Ce qui est à corriger, ce qui est bien avec le candidat Wadani, c'est qu'il dit ce qui semble n'avoir pas bien marché et que vous pensez qu'on peut améliorer, retrouvons-nous tous pour qu'on puisse le faire. Parce que le Made in Bénin... cela comme une forme d'ouverture d'esprit. Oui, c'est une forme d'ouverture d'esprit pour nous dire... Et la question souvent c'est pourquoi c'est comme ça. Il faut dire pourquoi pas comme ça. Et comment je fais pour avoir ma place. Réalité. Oui, et cette logique-là, on ne peut pas se soustraire. Les pôles aujourd'hui vont produire. Si vous produisez beaucoup, ça va rester où? Si par exemple on continue de faire le l'igname, le manioc, et que nous ne sommes pas capables de faire des cossettes d'igname à exporter, et qu'on va en France et qu'on va acheter par exemple les gombos chez les Chinois, qu'on va dans certaines localités, vous allez voir quelqu'un acheter la papaye chez les étrangers. Vous allez voir, on est béninois et ailleurs, c'est chez les Chinois qu'on va acheter l'igname. Mes chers parents, nous qui avons la chance de vivre ailleurs, on se rend compte que il y a des choses que nous pouvons faire pour améliorer notre quotidien. On est capable. On est capable. Et aujourd'hui, on a montré qu'on est capable de le faire. Et toi, mis le maillot fabriqué à la GDZ, le président Infantino de la FIFA, tout le gouvernement, aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle Football for Schools, où l'OMC dit, je veux que les habits, les maillots portés par les enfants en Afrique viennent des industries africaines. Le coton, il est du Bénin. Les cotonculteurs sont béninois. La transformation est faite au Bénin. La commercialisation est faite par les Béninois. Et à la fin, vous avez un produit fini. À chaque fois qu'on vend un maillot, c'est un parent cultivateur qu'on a célébré. C'est une fortune, c'est une richesse qu'on a vendue. C'est une culture, c'est une histoire qu'on a pérennisée. Comment le faire maintenant pour que le paysan trouve son bien, soit satisfait, qu'il ait le retour qu'il faut. Qu'il ait le retour qu'il faut. Quel est le prix qu'on mettrait? C'est d'ailleurs pour ça que dans l'approche et dans le projet de société, le plus grand avantage que j'ai vu dedans, c'est lorsque le candidat Wadani dit « je ferai de telle sorte que même les agriculteurs aient droit à une retraite ». Comment faire pour qu'il y ait une retraite? On va améliorer la qualité des semences pour avoir un taux de production à l'hectare élevé. Je donne un exemple. Au moment où les Béninois font une tonne à l'hectare pour le coton,
les Chinois sont pratiquement à 4 à 5 tonnes par hectare. Comment vous pouvez concurrencer comme ça? Ça veut dire qu'on peut améliorer. Vous pensez que c'est également faisable au Bénin? C'est faisable parce qu'on a déjà vu. Talon nous a enseigné quelque chose. Talon a dit c'est possible. Avec le président Talon, on a compris que tout est possible. Tout est dans la volonté et surtout dans la détermination, la cohérence et surtout la rigueur. Et si on applique cette rigueur et qu'on sait là où nous voulons aller, qu'on se départit des futilités, je reste persuadé que nous avons beaucoup de choses à pouvoir faire si nous nous donnons la main et que chacun essaie de devenir la meilleure version de lui-même. Et quelle place occupent, on va dire, les accords régionaux donc, dans cette stratégie? Les accords régionaux sont en fait des portes ouvertes pour nos produits. S'il n'y a pas d'accord au niveau de la CEDEAO, s'il n'y a pas de fraternité entre les peuples, nous ne pouvons pas facilement vendre. Il y a ce que nous appelons les schémas de libéralisation des échanges, en fait, qui fait que des impôts, les douanes ne sont pas appliqués. Nous avons un tarif extérieur commun dans l'espace. Les partenariats que nous tissons aujourd'hui, vous voyez, là, nous travaillons dans les partenariats avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil. Et là, dans le projet de société, vous avez vu, on a parlé de certains pays comme le Vietnam, on a parlé de certains pays comme le Brésil, les pays du Golfe. Dans le cas de ces partenariats, imaginez par exemple que le Bénin soit à mesure au niveau de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, que nous ayons une capacité de production au niveau de l'élevage des bovins pour la fête de Tabaski, pour les pays du Golfe. Ils sont très demandeurs de ce qu'ils appellent la viande halal. Dans la viande halal, l'un des objectifs du septennat, c'est de faire des zones dans les différents pôles. Il y a des pôles où l'élevage est développé. On leur donne les moyens pour qu'ils fassent l'élevage de masse. Et cet élevage de masse, on peut exporter la viande. C'est beaucoup d'initiatives et chacun doit réfléchir. Et c'est pourquoi j'invite les maires, et les cadres des différentes localités. Et surtout ceux qui ont encore suffisamment de temps à aller décortiquer le projet de société et apporter des idées. Ce projet de société peut être étoffé par le programme d'action du gouvernement. C'est-à-dire, dans la tournée, le candidat peut avoir vu certaines choses et dit, mais la boussole est là, le cadre est là. Alors, vous parlez de viande tout à l'heure. On va évoquer cette fois-ci Idrissou Boukari, n'est-ce pas, tout ce qui va dans nos ventres, parler un peu agriculture. Donc, agriculture de précision. Il n'y a que le candidat a une nouvelle lecture, pour ne pas dire une vision autre que celui de son prédécesseur, même si c'est en version améliorée, pour dire les choses ainsi, en ce qui concerne le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce qui est prévu dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui est attendu par les Béninois au niveau du candidat Robiat Ouaddaï en ce qui concerne l'agriculture? L'agriculture de précision, c'est le socle même de notre développement. Nous sommes un pays agricole. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par agriculture de précision? Cette notion paraît un peu nouvelle. L'agriculture de précision, c'est d'abord une agriculture orientée sur des mécanismes de production. On ne produira plus n'importe comment. Nous connaissons nos besoins. Nous savons les partenaires avec qui nous avons affaire, quels sont leurs besoins. Quelqu'un nous dit, je veux du soja. Quelqu'un nous dit, je veux ceci. Quelle est la capacité de production? Le ministère de l'Agriculture met en place des politiques agricoles avec, regardez bien, des fonds d'investissement ou des fonds nationaux de développement agricole, FNDA, et une mécanisation avec la SONAMA, la Société nationale de mécanisation de l'agriculture. Tous ces instruments-là permettent d'avoir l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est de maîtriser aussi la météo. À défaut de pouvoir maîtriser la pluie qui tombe, c'est d'irriguer les sols, les produits de contre-saison. Il y a des saisons, il n'y a pas de tomates. Il y a des saisons, il n'y a pas de carottes. Il y a des saisons, ainsi de suite. L'agriculture de précision, c'est d'utiliser les outils numériques pour pouvoir prédire. Vous êtes à Cotonou, vous êtes capable de regarder votre champ à Tchoumi-Tchoumi, à Banté et à Lokossa. Et vous pouvez dire, il manque d'eau, arrose-moi ça, et le dispositif le fait. Ce ne sont pas des choses impossibles pour nous. La digitalisation et le succès que nous avons eu dans le domaine du numérique nous permet de voir que tout est possible. Les robots viennent déjà au Bénin. Parfois, avec le président Talon, on a vu qu'on peut travailler silencieusement et laisser les résultats parler.
Et si nous continuons cette dynamique-là, avec les concertations prévues dans le projet de société, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on peut faire pour le Bénin. Notre agriculture ne doit plus faire peur. L'agriculture, ailleurs, en Namibie, dans d'autres pays, quand on dit que je suis agriculteur, ça fait partie des riches. Ce n'est pas dans l'administration publique qu'on est riche. C'est dans ces domaines-là. C'est vers ça que nous allons tendre. Et pour arriver là, il faudrait qu'il y ait une cohérence. Les sacrifices consentis ces dernières années peuvent commencer par porter ses fruits avec une nouvelle dimension, une nouvelle ère qui va s'ouvrir avec le candidat Wadagni. Et certains observateurs restent, on va dire, sceptiques et parlent donc de projets trop technocratiques. Qu'est-ce que vous en dites? Élu communal dans ma localité et proche de la base, c'est ce qui nous manquait, qu'on est en train de faire maintenant. La technocratie dont on voit dans le projet de société va nous imposer, nous qui sommes sachants, nous qui avons d'une manière ou d'une autre contribué aux réflexions, à faire la pédagogie des réformes. Ce que je viens de faire tout à l'heure, il contribue. Les gens sont des saint Thomas, c'est ce qu'ils voient qu'ils croient. Et pour qu'ils croient, il faut qu'on communique. Et pour qu'on communique, il faut que nous-mêmes nous maîtrisons pour pouvoir aller lui dire. Et non, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, passer de ce document technique à une base opérationnelle qui puisse tenir compte des besoins des populations, c'est une autre paire de manches que nous ne pouvons pas faire en nous divisant. C'est l'unité nationale, la cohésion et surtout dans la diversité de pensée qu'il y aura une unité d'action sur ce projet de société-là. Je reste convaincu que de façon simple, on peut montrer les tenants aboutissants de ce projet parce qu'il dit mon premier succès serait l'éradication de l'extrême pauvreté. Vous pensez que ce modèle donc, de l'agriculture va permettre réellement donc, d'éradiquer l'extrême pauvreté? Nous qui avons fait l'Asie, et nous savons d'où l'Asie est partie. Franchement, il faut avoir vécu en Chine ou dans certains pays en Asie pour comprendre que ce n'est pas de l'utopie que le candidat Wadagni nous vend. L'autre question qu'on va poser, c'est que au RAB, on constate que vous avez une parfaite maîtrise donc, de ce document, de ce projet de société. On se dit, où étiez-vous? Non, où étiez-nous? Il faut saluer le président de la République. J'étais en France, mais c'est d'ailleurs cette logique-là qui a fait que j'ai été recruté au Bénin. Je suis revenu au Bénin pour travailler au ministère du Commerce, mais parallèlement, j'interviens aussi au ministère du cadre de vie sur des questions portuaires et logistiques, surtout logistiques, et même aux affaires étrangères, vu que je comprends plusieurs langues. Non, et ce projet de société, la première qualité de Wadagni que les gens ne perçoivent pas, c'est qu'il sait s'entourer. Il est comme le président Talon. Ce n'est pas le plus intelligent de nous tous, mais c'est le plus intelligent qui sait exploiter les atouts. Et on n'obtient pas de résultats parce qu'on est intelligent. On obtient des résultats parce qu'on a su mobiliser des compétences qui sont capables d'orchestrer ce que vous êtes en train de donner comme instruction. Et ce document, je confirme, c'est certainement le travail des comités. Et beaucoup de personnes ont été sollicitées pour apporter leur contribution. Bien évidemment, l'implémentation, ça serait toujours des Béninois qui le feront. Avec le regard que nous avons, il ne sera pas impossible que le candidat Wadagni puisse faire appel, même à ceux qui se disent opposants ou ceux qui se sentent à l'écart. Tant que la matière y est et qu'on peut apporter quelque chose, je pense que personne ne sera mis au carreau. C'est la dynamique dans laquelle nous serons pour le bien de nous tous. Car ce Bénin réussi, c'est nous tous qui allons tirer profit. On va considérer cela comme le mot de conclusion de Dr Fousseni Gobina, puisque le temps est vite passé. Je rappelle, Dr Gobina, vous êtes ingénieur en gestion des transports et logistiques. Vous êtes directeur du commerce extérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous êtes également élu communal à Basila. Basila, c'est dans le département de la Donga. Merci encore une fois de vous être montré disponible pour nous accompagner avec cette lecture plutôt technique et scientifique du projet de société du candidat Romuald Wadagni. Dr Fousseni Gobina, merci beaucoup. Idriss Boukari, merci également. Beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.